Alors, après la primaire des ministres racontée par Osons causer, retour sur nos enquêtes, donc. Et cette semaine, un livre a fait un petit peu de bruit dans l'actualité. Il est titré L'abdication et il est écrit par Aquilino Morel. Aquilino Morel fut le principal conseiller politique de François Hollande jusqu'à avril 2014, jusqu'à ce qu'une enquête de Mediapart le conduise dans la journée à démissionner, ou plutôt à être limogé. Et Michael Hachdenberg, qui est l'auteur de cette enquête, est avec nous. Pourquoi? On s'en est déjà expliqué, Michael s'en est déjà expliqué dans un article, parce que le livre d'Aquilino Morel prend même de très grandes libertés avec la vérité et réécrit une histoire qui est évidemment tout à son avantage. Histoire qui consiste à dire, eh ben, finalement, j'ai été liquidé pour des motifs politiques par François Hollande. Et François Hollande a utilisé Mediapart comme une sorte de petit télégraphiste pour faire sortir un dossier monté de toutes pièces, dossier de basse police qui aurait été monté à l'Élysée depuis 1 an et dont nous serions fait finalement le vecteur. Michael, c'est pas tout à fait comme ça, c'est même pas du tout comme ça qu'a été conduite cette enquête. Si tu peux reprendre juste la chronologie de l'enquête. Oui, en fait, il y a deux volets à cette enquête. Aquilino Morel, il essaye complètement de faire disparaître un volet, qui est le volet qu'on pourrait qualifier de pharmaceutique, c'est-à-dire le fait qu'il ait caché pendant des années qu'il avait travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques, alors que parallèlement, il se donnait une image de Torquemada contre les labos. C'était celui qui avait écrit le rapport sur le Mediator, qui avait dit pique-pendre que Servier, qui disait qu'il fallait surtout à tout prix éviter les conflits d'intérêts, que si on avait travaillé pour un laboratoire, il fallait absolument le déclarer. Ça, c'est toute sa communication. C'est ce qu'il écrit dans le livre. J'étais devenu la bête noire de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Alors qu'il travaillait pour elle. Alors qu'en fait, en secret, ce que nous avions découvert au cours de cette enquête, c'est qu'il travaillait pendant des années. C'est pas un one-shot, une fois comme ça. Non, il a travaillé au début des années 2000, puis jusqu'en 2007, puis encore en 2008, il candidate chez Sanofi, chez Servier, etc. Vraiment, il avait ça dans le sang de travailler pour les labos. Ça, c'est le premier volet. Et puis l'autre volet, c'est effectivement le volet élyséen, auquel il voudrait réduire son affaire. Et dans ce volet élyséen, lui, il ne se rappelle que de l'histoire des souliers. C'est vrai que c'est celle qui a fait le plus de bruit, puisqu'il avait fait venir à plusieurs reprises, contrairement à ce qu'il dit, puisqu'il dit que c'était qu'une seule fois, un cireur à l'Élysée. Il avait même privatisé un salon, le salon de Marigny, pour s'installer au milieu de cet immense salon et se faire cirer les chaussures, ce qui, à l'époque, avait légitimement choqué. Alors, en fait, son comportement, il ne se résumait pas à ça. Oui, parce que dans ton enquête, d'autres éléments étaient donnés sur son comportement général comme conseiller à l'Élysée. Tout à fait. Si l'affaire était sortie, c'est parce que justement son comportement choquait de manière plus générale et pas son comportement politique. C'est pas sa ligne du Bourget, contrairement à ce qu'il essaie de faire croire aujourd'hui, qui choquait à l'époque à l'Élysée, mais c'était sa manière de se comporter, la manière dont il utilisait l'argent public, les ressources publiques, c'est-à-dire que les chauffeurs de l'Élysée étaient à son service, à celui de sa famille, ses secrétaires, les secrétaires de l'Élysée, payés avec l'argent public, lui servaient à gérer son patrimoine immobilier, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons, quand on a sorti l'article... Ses comportements avec ses collaborateurs, son entourage... Tout à fait, etc. Il était censé être la plume du président. En réalité, il écrivait assez peu de discours. Bref, il y avait tout cet aspect-là. Ouais. Et puis, il y avait l'aspect aussi qu'a découvert, je pense, j'en sais rien, je ne sais pas ce que savait François Hollande à l'époque, et je n'ai jamais été en contact avec lui sur cette affaire, donc je n'en sais rien. Mais tout l'aspect donc, que je décrivais à l'instant des laboratoires pharmaceutiques... Alors, évidemment, il balaye ce volet labo pharmaceutique en disant « la justice m'a donné raison en très peu de temps, donc tout ça n'existe pas ». Or, c'est bien la question du conflit d'intérêts, puisqu'il faut rappeler qu'Aquilino Morel est issu du corps de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qu'il est inspecteur général des Affaires Sociales, et que là, il y a évidemment un code de déontologie basique qui veut qu'un inspecteur général des Affaires Sociales ne travaille pas pour les firmes qu'il est censé contrôler. Oui, ça paraît être un peu la moindre des choses. Voilà. Visiblement, c'est quelque chose qui lui a échappé. Pourtant, il a la formation pour. Il est médecin, il est énarque, il devrait avoir appris ce genre de choses. Ça m'étonnerait que ça lui ait échappé. Mais il a fait toute sa carrière à l'IGAS. Et effectivement, c'est la règle, pas seulement à l'IGAS. L'IGAS est un grand corps de l'État, tu l'as dit, sur les affaires sociales et sanitaires. Mais c'est la règle partout. Un fonctionnaire qui veut travailler pour le privé, il doit demander une autorisation. Et à l'IGAS, c'est assez rare qu'on l'autorise. Et alors, quand on a interrogé les anciens directeurs de l'IGAS, y compris son chef de l'époque, le chef de service, il a dit « mais vous êtes fous, je ne vais pas autoriser un inspecteur de l'IGAS à travailler parallèlement pour les labos ». Donc dans un premier temps, Aquilino Morel a voulu faire croire qu'il avait demandé l'autorisation
et qu'il l'avait obtenu. Et l'IGAS l'a couvert puisqu'ils ont refusé de nous répondre. Pendant des semaines, ils ont dit oui, il a eu des autorisations, etc. Jusqu'à ce qu'ils doivent admettre qu'en fait, il n'avait jamais eu d'autorisation et lui aussi a fini par le reconnaître. Donc ça, c'est le premier point de l'histoire qui effectivement est un conflit d'intérêts avéré. Mais conflit d'intérêts n'est pas égal à prise illégale d'intérêts. Et c'est ça qui est un tout petit peu subtil et c'est sur cette nuance qu'il joue. Parce qu'à la suite de notre papier, il y a eu une enquête judiciaire qui a été enclenchée. Pour prise illégale d'intérêt. Pour prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire que nous, à l'époque, c'est Mathilde Mathieu qui avait fait un article pour dire, voilà, à l'évidence, il y a des fautes déontologiques, il y a des fautes morales, il y a des fautes administratives. Cependant, est-ce que ça peut se traduire par une condamnation pénale? Toutes les fautes ne se traduisent pas par une condamnation pénale. Et donc, elle avait très bien expliqué qu'il y avait plusieurs possibilités. La prise illégale d'intérêt, peut-être. Je ne sais plus exactement. Enfin, elle avait exploré les différentes pistes et celle-ci a été retenue par le justice qui a dit, en effet, peut-être, il faut explorer cette piste. Et puis finalement, ils ont dit non. Ils ont considéré que l'IGAS n'était pas directement dans sa mission de surveiller les laboratoires, ce qui peut se discuter, puisque quand on voit ce qu'avait écrit Morel sur Servier, on voit bien que le lien existe. Mais enfin, eux, ils ont estimé que ce n'était pas tout à fait le cas, et donc on ne pouvait pas parler de prise illégale d'intérêt. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y avait un conflit d'intérêt bien évident. Absolument. Alors, en même temps, l'IGAS est sorti quand même très abîmé de cette affaire, puisque les enquêtes ont été menées avec beaucoup de retard ou n'ont pas été menées au sein même de l'IGAS sur le cas Aquilino Morel. Elles n'ont pas été menées. Effectivement, non seulement au cours de l'enquête, c'est-à-dire ils ont essayé de le couvrir. Je ne sais pas si c'est par une solidarité de corps, par amitié, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais après la publication du papier, forcément, les gens ont été très choqués, puisque, comme tu le dis, ça a abîmé l'image de l'IGAS. C'est-à-dire qu'après, comment aller sur le terrain? Quelle légitimité a un inspecteur de l'IGAS quand il va quelque part et qu'on lui dit « Oui, mais enfin, toi, tu peux travailler pour les labos tranquille et ça ne pose pas de problème. » Donc, c'est compliqué. Donc, il y a eu des pressions internes, il y a des syndicats qui sont saisis de l'affaire, qui ont demandé au chef de l'IGAS de mener une enquête. Or, celle-ci n'a jamais été menée. Il y a eu tout un tas de détours qui ont été faits. Ce qu'on a cru comprendre à une époque, c'est qu'en fait, c'est l'autorité de nomination, à savoir François Hollande, qui devait prononcer la sanction si Aquilino Morel était reconnu coupable d'une faute. Or, visiblement, ça embêtait, soit le chef de l'IGAS imaginait que ça allait embêter François Hollande, soit ça embêtait réellement François Hollande, je ne sais pas, mais visiblement, il avait peur d'une vengeance, peut-être d'un livre ou de quelque chose, et donc ils ont cherché d'abord, dans un premier temps, à échapper à ça. Et puis, à force d'attendre, à force de patienter, à force de faire passer des décrets qui ne passent pas, etc., le temps est passé, et puis ils ont fini par enterrer l'affaire. Voilà. Alors, il y a dans ce livre des phrases qui, concernant Mediapart, il faut le dire tout de même, qu'on ait au moins un droit de réponse, qui sont parfaitement diffamatoires. Je vais en lire juste deux. Le président a mobilisé ses proches pour, en quelque sorte, monter ce dossier. Puis, avec la complicité, je cite, avec la complicité de pseudo-journalistes d'investigation, donc c'est toi, Michael, qui ne sont que des exécuteurs des basses œuvres présidentielles. Il a choisi pour garantir le succès de l'opération un homme sûr, avec lequel il avait jadis commis un ouvrage, auquel il était lié par bien des secrets, sans préciser lesquels, un ami donc, et là il s'agit d'Edoui Plenel, le directeur de Mediapart. Bon, on ne va pas faire un procès en diffamation, mais évidemment se faire traiter d'exécuteur des basses œuvres présidentielles, c'est pas toujours très agréable. Non, en même temps c'est absurde. Depuis le début, sa défense est absurde. Dans un premier temps, Morel avait dit que c'était Servier qui m'avait fourni un dossier pour se venger, que même j'avais été payé pour le faire. Enfin, il a fait circuler tout un tas de bruit. Donc là, dans la version noir sur blanc, c'est pas génial non plus. Voilà, il invente que cette fois, c'est Hollande qui a tout donné à Edoui. Bon, c'est ce que je dis dans l'article, Edoui, il n'a même pas été informé au début de l'enquête qui a été lancée. Très bien, on en avait directeur de la publication. Bon, voilà, après, on peut raconter n'importe quoi. Ce qui est un peu agaçant pour nous, à Mediapart, c'est que il y a des médias qui sont un peu le réceptacle de ce discours. C'est-à-dire ce type qui est quand même complètement discrédité, qui, l'article initial le montre, a menti tout au long de son parcours, soit par omission, soit par des vrais mensonges. Il continue d'avoir finalement la une de différents journaux, de faire les matinales, etc., comme si c'était rien passé. Non seulement il est interrogé, mais il n'est même pas questionné sur ce qu'il a fait. Il arrive à faire croire qu'il n'y a jamais eu de conflit d'intérêts. Donc, et on ne l'interroge pas sur ces accusations venues de nulle part. Donc oui, c'est un petit peu agaçant. D'accord, merci Michael.